Et ça marche, c'est parfait. Donc bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui donc pour le webinaire sur le recyclage du verre médicamenteux que l'on a créé en partenariat donc avec Suez qui a mis en place à la fois cette expérimentation puis maintenant cette offre. Euh, du coup, alors, je puisse passer. Voilà. Le sommaire est le suivant. Je vais vous présenter un petit peu le cycle d'échec que je vais faire au sein de Loop Santé de façon globale dans les mois à venir pour que vous ayez cette visibilité. Et puis après, il y aura donc la présentation par Philippe Bru de Suez donc du recyclage de ces fameux verres médicamenteux sodocalciques et un retour d'expérience donc du CH Côte Basque, voilà, qui nous dira un petit peu comment il a été au niveau de la phase pilote et puis après savoir un petit peu quels ont été à la fois les freins et les leviers et ce qui fait qu'aujourd'hui il continue à faire ce recyclage. Et enfin, il y aura vraiment une grande partie disponible sur tout ce qui est questions. Hein. C'est vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de questions côté établissement de santé. Donc du coup, voilà, je vous propose, c'est que les questions, vous les mettez un petit peu dans le fil de conversation. Comme ça, moi, j'aurai la visibilité. Et puis, après chaque cycle, là, chaque point, je vous donnerai la parole. Et puis, à la fin, il y aura vraiment une grande partie pour les questions-réponses. Alors, peut-être avant de partir sur vraiment le côté purement déchets, il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas et surtout qui ne connaissent pas le programme Loop Santé. Donc, je fais un petit rappel. Voilà. Donc, Loop Santé, en fait, c'est un programme qu'on a monté au sein de l'ADI. Donc, l'ADI, c'est l'Agence de développement et d'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, on est vraiment une structure régionale. On est financé essentiellement par la région. Et notre rôle à l'ADI, c'est de voilà, stimuler l'économie régionale, notamment sur le côté durable. Donc, moi, je suis en charge du côté voilà, santé durable. Et donc, avec une collègue, on a mis en place Loop Santé depuis maintenant 4 ans. Et notre spécificité par rapport à ce qui peut se faire ailleurs, c'est qu'on travaille autour des produits de santé. Hein. Donc, j'ai mis une seringue, un stéthoscope, des choses comme ça, une perfusion. Mais avec l'ensemble des acteurs de cette chaîne de valeur, donc ça peut être des centres de recherche et développement, des fabricants, des centrales d'achat, des établissements de santé, des acteurs notamment de la valorisation, comme Suez ici pourra le représenter. Pour avoir une vision un peu globale des gens qui suivent ce programme, il y a une carto qui existe hein, sur notre site internet, sur adi-na.fr. Et en gros, aujourd'hui, on a une 120 acteurs à peu près, enfin un peu plus, parce que je n'ai pas mis à jour les tout derniers acteurs. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée des acteurs. Et donc, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a pas mal d'entreprises, mais aussi beaucoup d'établissements de santé. Et c'est le but. Hein. Le but, c'est vraiment qu'on travaille ensemble pour voir ce qu'on peut faire de manière partenariale. Et en gros, pour vous donner l'idée des axes sur lesquels on travaille, on a travaillé beaucoup sur l'éco-conception au début. On a aussi travaillé sur les emballages. Après, aujourd'hui, ce webinaire en est une illustration. On travaille sur la valorisation des déchets. Voilà, donc notamment là-dedans, on peut faire des webinaires, mais on peut aussi faire des expérimentations sur site. On peut aussi faire des études. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. On travaille aussi sur tout ce qui est alternative au plastique. Sur les achats durables, actuellement, on a aussi des groupes de travail sur les achats durables et notamment aussi sur la désinfection. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les thématiques qu'on peut aborder et on peut le faire sous forme de webinaires, de conférences, de journées techniques, de projets R&D, de démonstrateurs, enfin, voilà, de B2B. Enfin, c'est très vaste. Concernant plus la thématique déchets. Voilà. Donc cette thématique déchets, en fait, elle a commencé déjà en septembre avec l'étude EVA+. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une étude qu'on a menée avec le pôle de compétitivité Polyméris et qui a été financée notamment par l'ADEME, mais aussi par un consortium de 14 ou 15 plutôt acteurs. Et l'idée, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme plastique dans les établissements de santé et qu'est-ce qui est voilà, valorisable, qu'est-ce qui ne l'est pas en termes de gisement, en termes de résine, et comment voilà, on peut faire pour mettre en place cette filière qui aujourd'hui est quand même un petit peu du mal à être mise en place en France. Donc c'est une étude où il y a un replay, vous pouvez la voir sur le site de l'ADI, mais aussi vous pouvez avoir l'étude sur le site de l'ADEME, sur la librairie de l'ADEME. Voilà, il y a toute l'étude qui est libre d'accès. Voilà. Après, donc aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour du verre médicamenteux. Le 5 décembre, on va aussi faire un webinaire sur les mousses sans polyuréthane, puisque ça, c'est à la fois une problématique
pour les fabricants qui utilisent notamment pour le calage pas mal ces mousses, mais qui ne savent pas trop quoi faire à la place. Côté établissement de santé, vous les avez, c'est-à-dire notamment pour caler notamment des dispositifs médicaux ou autres. Vous avez ces mousses et c'est pas aujourd'hui vraiment valorisable. Enfin, on peut le valoriser d'un point de vue énergétique, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y a une étude qui a été faite en Nouvelle-Aquitaine et voilà, ce webinaire sera l'occasion de vous en faire part. Et ensuite, entre février et novembre, il va y avoir différents webinaires, un peu comme celui d'aujourd'hui. En février, je vais aborder tout ce qui est métal et déchets électroniques en établissement de santé, parce que voilà, c'est assez bien géré sur des gros gisements, mais sur vos petits gisements, vous pouvez faire, me semble, peut-être un peu mieux. Il y a tout ce qui est économie industrielle de territoire, dont on va parler en avril. Il y a en juin les aides techniques, voilà, avec la REP qui a priori, il faut voir si elle sort ou pas, il faut que je suive. Il y a la REP, donc les REP, c'est la responsabilité élargie du producteur, hein. Donc ça veut dire qu'en gros, vous, établissement, vous pouvez avoir accès à un recyclage gratuit, ou plutôt vous l'avez déjà payé quand vous avez acheté le produit. Voilà. Et il existe aussi une REP donc textile sanitaire à usage unique qui a du mal un petit peu à se lancer. Et ça peut vous servir par exemple pour les masques, pour les blouses, pour les chaussures, les charlottes, des choses comme ça. Et en novembre, j'aimerais bien aborder tout ce qui est contrat de performance. Voilà un petit peu les grandes thématiques auxquelles j'ai pensé aujourd'hui. N'hésitez pas dans la conversation à mettre si vous avez d'autres thématiques où vous dites, ah bah oui, là, il y aurait quand même quelque chose à faire. Je suis complètement ouverte à, bah voilà, à avoir des idées, à échanger avec certaines personnes pour voir comment on peut travailler tel ou tel déchet qu'on peut avoir au niveau hospitalier et faire le lien avec les industriels et voire même les fabricants. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des thématiques en tête qui vous viennent, tout est ouvert. Voilà de mon côté. Est-ce que je regarde s'il y a des questions? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions, en tout cas dans la conversation. Et bien, du coup, je vous propose d'aller directement sur le vif du sujet, à savoir avec Philippe, donc le recyclage en tant que tel de ces verres médicamenteux. Philippe, je te donne la parole. Je te remercie, Gaël. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, très simplement, vous expliquer la genèse de cette filière. D'abord, pour commencer, euh, le point de départ, il démarre lors d'une réunion organisée pour faire découvrir les filières de valorisation de plastique déjà en place chez Suez, avec un certain nombre de représentants d'établissements de santé de Nouvelle-Aquitaine et en coordination avec l'ADI, bien évidemment. Et lors de cette réunion, on évoque, lors des discussions, une difficulté que nous n'avons pas identifiée de manière catégorique, qui est l'absence ou l'impossibilité de pouvoir valoriser dans de bonnes conditions le verre utilisé pour les emballages de substances médicamenteuses ou, euh, ou de substances en tout cas destinées à soigner les patients. Et c'est le point de départ. On est en octobre 2023 et j'accepte de prendre le sujet et donc d'envisager de pouvoir le plus rapidement possible identifier les étapes nécessaires à mettre en place quelque chose de pérenne, à commencer par un consommateur final capable régulièrement de pouvoir absorber en tant que matériau le verre issu du tri et de la valorisation de ces emballages. C'est chose faite. En fait, on a identifié un industriel qui transforme en fait le verre collecté et réduit sous forme de calcin en un produit, un matériau de construction. Donc, on a à la fois au moment où on identifie cette solution, à la fois un consommateur, et c'est quand même le point de départ, on ne peut pas recycler un matériau si à un moment donné, on ne réunit pas trois étapes, un consommateur final, une forme et une exigence qualité dans le produit et une régularité dans la quantité réalisée. Il faut vraiment réunir ces trois éléments, quantité, qualité et consommateur final, pour pouvoir gagner quelque chose dans le domaine de la pérennité, dans le domaine de l'engagement ensuite qui est pris au niveau des établissements de santé. Donc, en identifiant déjà l'une des étapes qui est le consommateur final,
il a fallu ensuite travailler sur comment on organise la transformation du produit et enfin, comment on capte un produit qui puisse répondre à la fois au cahier des charges, mais aussi aux conditions qui sont celles des personnels soignants, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas non plus tomber dans une exigence qui aurait consisté à dire il faut que le verre ne présente aucune trace, aucune étiquette, aucun sertissage, etc., etc. Ce qui aurait rendu, d'une certaine manière, l'idée mornée, puisque le personnel soignant est quand même contraint sur son temps, sur sa disponibilité au tri, et donc il s'agissait de pouvoir trouver une solution la plus adaptée possible. Alors, en fin d'année 2023, on a réussi à réunir quelque chose qui permettait de répondre à chacune des étapes, des 3 étapes que j'évoquais précédemment. Et donc, s'est mis en place une phase test, et cette phase test, on l'a choisie sur une période de 6 mois, afin de pouvoir vérifier l'applicabilité, à la fois dans le geste de tri au sein des établissements de santé, et pas seulement, puisqu'on a eu aussi des fabricants, producteurs qui avaient des chutes de production et sur lesquelles il fallait apporter une solution. Et ensuite, dans toutes les étapes de la chaîne de collecte, en passant par le tri, la transformation, jusqu'à arriver jusqu'à l'industriel. Et on n'a pas eu trop de 6 mois pour réaliser tout cela, parce qu'au début, évidemment, il a fallu convaincre des établissements de jouer le jeu, d'accepter de s'inscrire dans ce pilote. Et on en cherchait au moins 5 pour pouvoir participer. Alors certains, ça a été plus facile que d'autres. On avait chez eux déjà quelque chose qui était en place, des collectes, du moins des opérations de tri sélectif qui permettaient déjà d'isoler un peu le verre, mais il a fallu aller un peu plus loin et on entendra un témoignage ensuite. Et puis enfin, étape par étape, mettre en place des contenants, des choses qui puissent faciliter le tri pour enfin être regroupés, collectés et enfin assimilés jusqu'au centre, acheminés jusqu'au centre de tri. Au bout de 6 mois, on a acquis à la fois un retour d'expérience important. Il faut le reconnaître, dans les choix initiaux qu'on avait faits sur les types de contenants, on s'est vite rendu compte qu'on faisait fausse route. On était parti dans l'esprit de proposer des contenants qu'on rencontre habituellement en centre hospitalier, notamment des septibox, des contenants tout en changeant la couleur, mais qui auraient eu d'une certaine manière un ADN compatible avec les établissements de santé, et c'était inadapté, clairement. Et c'est par le test, par l'expérience avec les établissements de santé, qu'on a su identifier, qu'on a su d'une certaine manière se faire conseiller le contenant qui convenait le mieux et qui a été mis en place. Et de ce contenant-là, on est rentré dans des schémas logistiques ensuite avec les établissements qui ont participé et qui allaient de la mise en place des contenants de précollecte au plus près des soignants, en passant par toute la logistique interne qui devait s'adapter à cette situation pour regrouper l'ensemble des flux collectés dans des contenants plus adaptés en tous les cas à notre activité qui va consister, lorsque les flux sont regroupés dans des contenants de plus grande capacité, à venir les collecter, contrôler la qualité, vérifier cette conformité par rapport au cahier des charges qui était convenu avec le centre de tri, et ensuite orienter les flux triés vers un transformateur qui nous permettait de le réduire en calcin et de pouvoir ensuite le faire consommer par un industriel. Toutes ces étapes se sont conclues par une note positive, c'est-à-dire que malgré quelques difficultés qu'on a pu rencontrer à certains moments, à la fois dans les consignes de tri, dans les affichages, dans l'assimilation par un certain nombre de personnels soignants, on a réussi à chaque fois à dépasser l'obstacle et à trouver la solution. Alors évidemment, on est passé quelquefois par des solutions qui ont été comment dire, radicales. Je m'explique. La filière sur laquelle on a réussi à trouver une forme de recyclage exclut certains produits de verre qui sont utilisés dans les établissements de santé, notamment les verres de type 1 ou les verres que l'on considère constitués à base de borosilicate. Ces verres-là, qui ont des propriétés particulières et notamment qu'on retrouve dans les laboratoires essentiellement,
au travers des béchères, des éprouvettes, etc., qui sont des verres qui peuvent être chauffés, ne doivent en aucun cas se retrouver dans la solution de recyclage qu'on a mis en place. Ils sont incompatibles avec les verres sodo-calciques, qui sont ceux que vous qualifiez plus communément de type 2 et de type 3, et qui sont ceux pour lesquels on retrouve les plus grandes quantités et pour lesquels on a mis en place une filière. Donc, les distinguer, c'était quelquefois euh, compliqué, et donc, par principe, quand un établissement de santé, par exemple, disposait d'un service où étaient réalisées des analyses d'un laboratoire communément, on évitait évidemment de mettre en place un bac de tri, considérant que par principe, il était plus simple, par l'éloignement, de ne pas se retrouver avec une erreur de tri qui aurait pu euh, totalement réduire à néant le travail de test qu'on réalisait. Donc, ces choses-là, on a réussi à les contourner avec le soutien et l'aide des établissements qui ont participé. Dans les exigences, et j'y reviens, qualitatives qui étaient à respecter, je le disais tout à l'heure, ce qui était important, c'est de trouver une solution qui soit adaptée au personnel soignant. La solution, on l'a trouvée tout d'abord en permettant, par notre centre de tri, d'accepter les emballages, même s'ils bénéficiaient d'inclusion, des sertissages, des bouchons, les collerettes des bouchons, les étiquettes. Une des conditions qui était essentielle, c'était qu'il fallait qu'il soit vide. Je dis bien vide, pas forcément rincé, mais le plus vide possible. On a fait quelques exclusions, notamment sur les cytotoxiques, tout simplement pour ne pas transférer un risque de l'établissement de santé jusqu'au centre de tri. En dehors de cela, considérant qu'il ne pouvait y avoir d'autres déchets de type dasserie, aiguilles et autres déchets de toute nature, je pense aux emballages notamment, carton, plastique, dans lesquels peuvent se retrouver, on va appeler ça plutôt des suremballages dans lesquels se retrouvent les emballages verts. Tout ceci étant bien évidemment exclu, l'idée étant de se retrouver uniquement avec des emballages vides non rincés de verre sodo-calcique. Euh, les tests que nous avons réalisés, on les a réalisés sur plusieurs dizaines de tonnes. Le résultat, il a été concluant. C'est-à-dire que jusqu'à l'industriel, nous avons réussi à satisfaire chacune des étapes. Et on a conclu notre phase de test au mois de juillet 2024, cette année. On a laissé passer les vacances et depuis le mois de septembre, eh bien, nous déployons étape par étape sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine avec les établissements de santé qui nous sollicitent ou que l'on sollicite. On est vraiment dans cette phase de déploiement. Eh bien, nous mettons en place cette solution, alors souvent sous la forme d'une étape test dans l'établissement, hein. C'est aussi une façon de s'acclimater avec les consignes de tri, avec ces nouveaux modes de collecte. Ça commence par un service et ensuite, ça se déploie dans les différents services pour pouvoir petit à petit regrouper les quantités importantes. Il faut le dire, hein, on les mesurait pas jusque-là, mais quand on commence à les collecter, on se rend bien compte que c'est des flux importants d'emballage vert qui finissaient historiquement principalement dans les dasseries et pour certains établissements, pour partie dans les DAOM. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur à la fois la genèse de cette filière, comment on l'a co-construite avec une initiative de départ portée par l'ADI, comment on a réussi les tests conjointement avec les établissements qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de s'impliquer. Et enfin, comment on a pérennisé la situation pour en faire une offre aujourd'hui à disposition des établissements de santé, locale parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, et qui permettra, en tous les cas, dans les mois et dans les années là, à venir, de pouvoir valoriser un flux supplémentaire parmi les plus pondéreux et présents dans les établissements de santé. Merci Philippe. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions, donc je propose qu'on aille sur le retour d'expérience du coup du CH Côte Basque. Et puis, il y a une question. Quelles sont les garanties de traitement et de filtration des eaux de lavage de ces verres? Nous avons principalement des antiviraux, antirétroviraux,
des antibiotiques à large spectre ou ciblés et définis par antibiogramme, des médicaments contenant des grandes quantités d'œstrogènes, les médicaments ciblés en hormonothérapie. Ces produits génèrent des dysfonctionnements des stations d'épuration et d'une manière générale sont délétères pour l'environnement avec des effets écotoxiques graves pour la faune et la flore. Voilà la question d'Emmanuel Brun. Qu'est-ce que tu en dis, Philippe? On répond aux questions au fur et à mesure ou Bah, écoute, là, comment? je pense que quelques questions, comme ça permet un peu de... Je pense que tu peux en répondre quelques-uns, puis de toute façon, après, on ira sur le côté plus organisationnel, logistique. Peut-être, on peut prendre deux, trois questions, là. Alors, Donc, l'impact la question, environnemental, en gros, quoi. ouais, Impact environnemental et ce qu'il y a la dedans. question des contenus, elle s'est posée évidemment, et d'où l'importance que j'évoquais tout à l'heure, qu'ils soient vides le plus possible afin d'en limiter les impacts. On travaille, enfin, nos centres de tri et la filière finale, on travaille, en fait, le produit n'est pas exposé à l'extérieur et, euh, et d'autre part, suit un cycle de tri sous abri, quand bien même il pourrait se produire un écoulement, toutes les installations sur lesquelles vont être transités ces produits-là sont des ICPE qui ont un contrôle strict de leurs effluents. Donc, pendant la phase test, on n'a pas constaté d'éléments qui auraient pu avoir un impact significatif. Maintenant, ça fait partie des mesures de surveillance qu'on a mis en place et sur lesquelles on reste vigilant. Euh, Plusieurs lots, pour vous dire, à la première étape de contrôle qui suit celle de la collecte dans l'établissement, plusieurs étapes de contrôle. La première qui se fait chez nous a amené sur un certain nombre de cas, au départ, à la mise en place des déclassements. Tout simplement parce que chaque caisse qui est collectée dans un établissement ensuite est contrôlée avant d'être regroupée dans un contenant plus grand afin d'identifier si éventuellement des contenants contenant encore du liquide ou une substance aurait pu être mis par mégarde. Euh, les quelques contenants qui ont été identifiés au départ à la mise en place, eux ont été réorientés ensuite vers des filières de traitement adaptées. Mais jusque-là, pour les établissements avec lesquels on a poursuivi, on n'a pas constaté, en tout cas, d'autres écarts. Alors ça reste évidemment des points de surveillance. Cette fiabilité dans le tri, elle est la plus importante. En tout cas, si on ne réussit pas à avoir des contenants régulièrement vides dans les bacs, ça n'est pas la peine d'espérer pouvoir pérenniser cette filière. Je partage évidemment la remarque, c'est-à-dire que le risque d'avoir ensuite une dispersion de substances dans l'environnement, elle peut exister. Je citerai deux cas parce qu'on l'a évoqué avec les établissements, deux cas qui ont été choisis par les établissements qui ont participé. Le premier cas, ce sont des établissements qui ont considéré que les soignants n'avaient pas forcément le temps de vider les emballages en verre. Eux font le choix suivant. Ils disent si un emballage est vide, alors il peut rejoindre la filière. S'il n'est pas vide, nos personnels n'ayant pas le temps de les vider, ils suivent la filière actuelle, c'est-à-dire DASRI. Premier cas. Et on a accepté évidemment ce principe. Deuxième cas, on a des établissements qui nous disent on veut privilégier la filière de la valorisation matière et donc on fait le choix de demander à nos soignants de vider les contenants. Et dans ce cas-là, se met en place en parallèle d'autres contenants, eux, filières, on va dire, déchets dangereux, dans lesquels ils viennent déverser et regrouper l'ensemble des liquides et autres substances contenues dans ces emballages en verre. D'accord. Merci Philippe. Alors là, je ne vais pas prendre toutes les questions, mais juste peut-être une petite question et après je donne la parole à Isabelle Aénéco. Le verre, hein, il est vidé, mais il n'est pas lavé. Hein, Non, il n'est c'est pas ce que tu lavé, as c'est ce dit que tout je à l'heure. disais Il tout n'y a à pas l'heure. Ouais. besoin de le laver, puisque personne. Ok. Et après, tu as dit, tu as exclu les cytotoxiques, mais tout ce qui est anticorps monoclonaux, ça, au final, c'est accepté parce que c'est. Pour le moment, c'est accepté. Après, je pense que la première étape, elle était déjà de pouvoir identifier les principaux éléments à la fois à risque pour la filière,
mais aussi qui contraignaient les impacts sur la qualité. Et c'est pour ça que je disais, aujourd'hui, on reste toujours en surveillance sur ce que l'on fait parce que, comme dans beaucoup de domaines, il y a les 90% ou 95% du chemin qui ont été parcourus, il reste 5% sur lesquels on doit rester vigilant, à la fois côté établissement, mais aussi à la fois côté recycleur, pour pouvoir prévenir d'autres éléments qu'on n'aurait pas suffisamment identifiés. Concernant les anticorps, j'ai pas de position aujourd'hui affirmée. Moi, je suis prêt comme on l'a fait pendant 6 mois, à écouter notamment les personnels sachants au niveau des établissements de santé, qui sont susceptibles de nous dire le risque peut-être sur telle ou telle catégorie est trop grand, et donc dans ces conditions, peut-être on sera amené à les exclure. Mais aujourd'hui, je dirais, la démarche, elle se poursuit, mais de façon beaucoup plus, comment dire, on n'en est plus à l'étape test. On est capable d'avancer tout en suivant et mesurant les éventuelles conséquences. OK. Et après, par rapport au lavage, c'était plutôt, est-ce que c'est lavé dans le centre Non, de traitement? ça n'est pas lavé, Comment à aucun moment. c'est géré À là-bas? aucun moment. À aucun moment c'est lavé. C'est-à-dire que, euh, en fait, le verre dans sa transformation subit ensuite un traitement thermique pour pouvoir être retransformé en un matériau de construction. Le traitement thermique ne nécessite pas une pureté, comme on est dans une branche industrielle de la construction, ne nécessite pas une pureté qui est celle qu'on pourrait attendre, par exemple, d'un emballage alimentaire. Et donc, il n'y a aucune nécessité de laver l'emballage. Il est transformé en ce qu'on appelle une poudre, et cette poudre reste en l'état, on pourrait dire avec les quelques résidus qui peuvent la constituer, mais subit ensuite un traitement thermique. D'accord, très bien. Mais du coup, maintenant, je vais laisser la parole et je reviendrai, hein. Je n'ai pas posé toutes les questions à Isabelle et à Eneko. Avec, voilà, il y a déjà des questions sur le tri, comment est fait le tri, voilà, enfin, comment un peu tout ce qui est logistique, je pense, au sein de l'établissement. Mais du coup, je vous laisse la parole pour que voilà, vous partagez Mathieu, votre il expérience. arrive, cette fois-ci, il va arriver. Il a été resté un peu déj, Bonjour mais il à arrive. tous. Bonjour à tous. Donc, Isabelle Aguerre, chargée de mission sur les questions de développement durable au centre de la Côte Basque. Et je suis avec Eneko Sarrazin, responsable de la logistique. Donc, nous, cette question du verre médicamenteux, on l'a démarré en 2018 pendant des groupes de travail qui travaillaient sur les déchets, sur la dimension environnementale du développement durable. Donc, dans ce groupe, c'est vrai qu'on cherchait à trouver des nouvelles filières de valorisation et également à diminuer le volume de nos dasseries. Donc, on a longuement échangé avec Suez, qui était un de nos prestataires, sur la possibilité du coup de valoriser ce verre médicamenteux et surtout de faciliter effectivement le tri dans les services. C'est vraiment le point bloquant, comment organiser ce tri dans les services. Donc, on avait à l'époque, en 2018, trouvé une filière. Donc, on a commencé avec, voilà, la condition, c'est effectivement aucun résidu de médicament dans ce verre médical. Donc, on s'est dit, avant de démarrer ça, de déployer ça sur tout le centre hospitalier, on a pris un pôle pilote dans notre organisation. C'est le pôle de Cancéro qui était voilà, très actif dans la démarche. Donc, on va commencer par eux avec un volume aussi assez important de verres médicamenteux. Donc, on a lancé cette phase test pendant à peu près 3 mois. Et puis, finalement, les gens ont facilement adhéré. On leur a mis, alors, en termes de logistique, on leur avait mis des fûts à disposition pour faire le tri. On avait mis bien des affiches de quel type de verre pouvait être récupéré, ne pouvait pas l'être, pour ne pas mélanger aussi tout ce qui était verre ménager. Donc, voilà. Après, on avait été accompagné aussi par Suez. Donc ça, la phase de test, il n'y a pas eu de problématique particulière. Donc on s'est dit qu'on allait continuer le déployer sur les secteurs de MCO. Isabelle, on t'entend des fois un petit peu. Ouais, mets-toi bien en face parce que je pense que des fois, c'est quand on est. Ouais, je suis désolée, là. Ouais. Mais je pense qu'on t'entendra un peu mieux, puis ça sera pareil pour Eneko. Merci. Bon, là, comme ça. Ouais, là, ça semble bien. Ouais. Je sais pas, du coup, Merci. là, je reprends un petit Non, peu si, en amont. c'est Non, c'est bon. bon, vas-y. Okay. Ouais, non, je pense que c'est Donc, bon, mais voilà, c'est plus simple. Donc voilà, après cette phase de test, voilà, sur le pôle de Cancéro, on s'est dit, bon,
pas de problématique particulière, donc on a décidé de le développer sur toute la partie MCO. Donc pour l'instant, on s'est calé dans notre fonctionnement sur un site. L'hôpital de Bayonne, voilà, on est multi-site, hein, on a 2 sites sur Bayonne, un sur Saint-Jean-de-Luz et plein de petits sites autour de Bayonne. On s'est dit on va se cantonner à un secteur où on a une équipe logistique dédiée avec. Donc c'est là que je vais laisser la parole à Eneko Saratia, puisque c'est là qu'il y avait un gros enjeu de faire adhérer aussi les équipes logistiques. Les équipes soignantes, elles avaient adhéré à ce tri. Maintenant, il fallait voilà, que pour les équipes logistiques, ça fait aussi une filière de plus à traiter. Donc c'est là que voilà, je passe la parole à Eneko pour la suite de la mise en place. L'aspect organisationnel le plus compliqué, ça a été une fois l'adhésion des services de soins de le faire adhérer par les agents logistiques, les agents de l'ombre, qui voilà, c'est des missions qui sont assez physiques, donc c'était rajouter une filière supplémentaire que nous, chez nous, on appelle une filière épicerie, parce que c'est des petits volumes qui se retrouvent un peu partout, donc c'est pas des gros contenants, donc ça nécessite un travail quand même de manutention et de stockage dans les unités salles qui sont assez réduites, hein. Donc, l'idée, une fois le tri effectué dans les salles de soins par les soignants, c'est que les soignants vident les poches poubelles dans un petit fût de 60 litres dans l'unité salle dédiée à chaque pôle. Une fois ce contenant plein, l'équipe logistique le descend dans ce qu'on appelle l'unité centrale au niveau de la plateforme logistique pour le stocker dans une caisse palette qui est vidée de façon hebdomadaire chez le prestataire tous les mercredis, pour entrer dans les détails. Donc voilà, après ça fait partie d'un cercle vertueux chez nous, hein. Les équipes adhèrent facilement parce que derrière il y a un réinvestissement de ce gain dans le matériel, dans la mécanisation. Donc c'est une politique qui est menée par quand même notre direction depuis une dizaine d'années déjà. On avait démarré avec la filière papier-carton, donc c'est une continuité dans la démarche qu'on avait entreprise dans l'établissement. Donc voilà, une adhésion de la part des équipes. Ça permet de créer du lien aussi avec les services de soins. C'est toujours dans ce cercle vertueux. Ça permet de communiquer avec les soignants, de mettre des choses positives en place, hein, pour la planète, pour notre établissement aussi. Ça valorise aussi nos fonctions. Donc voilà. Ce qui est important aussi, c'est vraiment de trouver un bon relais au départ, au niveau des services de soins notamment. C'est pour ça qu'on avait choisi, comme a dit Isabelle, le pôle de cancéro, parce que là-bas, on avait un bon relais qui allait mettre le projet sur des bons rails. Et une fois que ça fonctionne sur un secteur derrière, très honnêtement, ça a toujours fonctionné, hein. L'élan est conservé sur l'établissement et la dynamique, une fois enclenchée, se suit dans le bon sens. Ensuite, voilà, je vous parlais du coût aussi. Il faut dire que le verre médical allait dans les dasseries auparavant. Donc, c'est quand même cette valorisation permet une économie à la tonne d'environ. C'est un peu moins cher, hein, sur la tonne. Donc, c'est quand même considérable. Ça permet de réinvestir sur des choses aussi sur le bien-être des agents. C'est un petit peu notre philosophie, comme je vous disais, depuis pas mal d'années. Et c'est ça qui est le moteur de notre quotidien. Après, Et donc, au niveau du... Oui, alors vas-y. Non, Oui. y aller, hein. Posez-moi des questions, ça va être plus simple peut-être. Non, il y avait donc le tri par rapport à comment identifier ce qui est sodo calcique avec ce qui est borosilicate au niveau des soignants. Comment c'est en termes à la fois de formation et puis de se tenir, parce qu'il y a des turnovers, hein, dans les services. Donc, comment vous... C'est la plus grosse difficulté finalement qu'on a eue, c'est ce turnover de personnel. Donc, Oui. on a fait beaucoup de... Alors, on a le service de lutte contre les infections nosocomiales qui a aussi beaucoup travaillé avec nous sur ces questions. Donc là, ça passe par des ateliers de tri, hein. Il faut aller former les soignants sur le terrain. Ça aussi, par moments, c'est compliqué. Donc, on en a même créé des tutos. Comme ça, les gens pouvaient regarder à temps perdu voilà, les bonnes pratiques de tri. Et voilà, et à un moment, on s'est cantonné quand même à essayer de trouver des produits simples avec lesquels on était sûr que la filière pouvait être correcte. Donc voilà, on n'est pas parti non plus dans
dans des choses trop extravagantes et que ce soit à la portée de tous. Donc, du coup, Mais le ça Si tri. je peux me permettre, Vas-y. Gaëlle, Oui. je voudrais compléter parce que je trouve que c'est une très bonne question. Évidemment, on a le retour d'expérience de Bayonne, qui est un bon exemple, mais comment identifier et pas se tromper? Nos équipes commerciales, hein, qui accompagnent les établissements là, avec lesquels on est amené à travailler, c'est aussi une étape. Souvent, il nous est arrivé pendant une semaine, par exemple, dans le service sur lequel il était décidé de faire le test, de mettre des contenants, de collecter ce qui était mis en verre dans ces contenants et ensuite de vérifier et d'identifier. Une fois l'identification faite, il est rare qu'on ait trouvé du borosilicate, hein. À partir du moment où on est éloigné quand même des zones où sont analysés, traités Nous, on n'a pas mis aussi en labo, effectivement. Voilà, on évite Exactement. Tout ce qui est laboratoire, Exactement. ça a été sorti. On était vraiment sur les secteurs de MCO, hein, donc tout ce qui est laboratoire était exclu. Voilà, je partage complètement. Et donc, à l'issue de cette semaine où on a une représentation assez intéressante des types d'emballages qui sont utilisés, on a la liberté ensuite, et il y a des très bons exemples qui ont été faits, je pense notamment à l'hôpital de Dax sur d'autres matières. On fait des photos, et en fait, les photos, elles servent comment dire, dans les guides de tri, en tous les cas dans les affichages, au service des soignants. Et donc, c'est plus facile à partir du moment où on a quelques exemples identiques à ce qui est utilisé au quotidien pour faciliter le tri et guider les soignants dans ce geste de tri. Et ce qu'on ne sait pas, eh ben, on ne le met pas. Comme ça évite de commettre une erreur et ça ne crée pas de tension sur la filière de tri. Donc là, Philippe, tu es en train de dire que du coup, Suez peut apporter des supports un peu visuels pour Absolument. justement aider, voilà, de par le Absolument. fait. Ok. C'est des choses Alors, on ne fait pas à la place d'eux, mais Non. on peut apporter un soutien aux équipes des établissements qui font déjà. Voilà. Nous, on avait une plaque. On t'entend pas, Isabelle, il faut vraiment que tu te mettes en face. Je suis absolument désolée. C'est pas la voix qui porte. Ouais, voilà. Non, c'est parce que le micro, sur les Décalé. côtés, il capte moins. Ouais, je suis désolée. Ouais. Non, nous, on a une charte graphique sur la partie tout ce qui est filière de tri. Et c'est vrai que du coup, on avait mis en place des plaquettes de tri du verre médicamenteux. Et Myriam Lannes, qui nous suit au niveau de Suez, nous a accompagnés dans la validation de cette affiche pour et mettre ce qu'on avait le droit de mettre dans cette filière et pas le droit de mettre. Voilà, comme ça reste très visuel. On veut quelque chose de simple, abordable par tous. On n'est pas parti sur des choses trop compliquées et pour le coup, ça se passe bien. On est même, Philippe Bru est intervenu au sein d'un de nos groupes de travail aussi pour présenter cette filière. Donc aussi, ça a remis de l'élan. Et suite à cette réunion, on a été du coup sollicité par des unités de soins de longue durée pour également le mettre en place donc sur d'autres sites. Donc maintenant, on continue à déployer et ça se passe plutôt bien. Les équipes adhèrent. Il n'y a pas de souci particulier. Ça se fait bien. Donc, du coup, ça veut dire que pour l'identité. Ouais, vas-y. Je voulais faire une remarque, moi, sur ce groupe de travail qui m'avait sollicité. Moi, ce qui m'avait agréablement surpris, c'est la pluridisciplinarité des personnes qui le constituaient. Oui. C'est-à-dire que ça allait du personnel logistique, soignant, jusqu'aux médecins, aux chirurgiens qui étaient présents, aux hygiénistes. On avait vraiment une représentation globale des intervenants dans l'établissement de santé. Et c'est vrai que j'avais pris ça de manière très positive parce que toute la chaîne de soins était impliquée dans les thématiques déchets qui étaient portées au sein du groupe de travail. C'est un très bon exemple, Bayonne. C'est pour ça que j'insistais sur l'aspect vertueux de la démarche et le lien que ça crée sur tous les métiers et tous les services de soins en général. Hein. C'est vrai que ça facilite derrière même le lien sur d'autres sujets, à travers le point commun qu'on a, le déchet. Oui. Donc, du coup, si je comprends et si je réagis à différentes questions, celui qui trie, donc le soignant, n'a pas à reconnaître si le verre, c'est du borosilicate ou du soda calcique. C'est juste que c'est le contenant, on sait que celui-là, il est OK, et ce contenant-là, on ne sait pas. C'est vraiment plutôt l'identification du type de contenant. Et après, côté recyclage, Suez, Philippe, toi de ton côté, vous avez la capacité, par contre, de vous rendre compte, en regardant le verre, si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. C'est ça? Oui, alors nous, en tous les cas, on fait un contrôle. Il y a un contrôle visuel, notamment pour identifier déjà l'absence
conformément au cahier des charges, un certain nombre d'éléments dont j'évoquais certains tout à l'heure, par rapport aux déchets, par rapport à la présence comment dire, d'éléments piquants ou de contenants pleins, etc., etc. Et ensuite, sur la chaîne de tri, il y a un contrôle qui est fait sur la typologie de verre. Donc là, c'est d'autres profils, hein. Et évidemment, il y a une tension particulière si on vient à découvrir du borosilicate, hein, parce que là, pour le coup, avant le broyage final, ça pourrait, on va dire, détruire, en tout cas gâcher tout le temps consacré, tout le travail consacré à réaliser un lot. Après, côté établissement, donc là, au début, c'était tout ce qui était oncologie. Après, vous parliez de d'autres services. Quel type de service, du coup, sur quel type de service vous avez développé ce tri aujourd'hui? Sur tous les services moyens, court séjour, donc de la chirurgie, la médecine, Paul Mère Enfant. Et là, dernièrement, on est parti sur la gériatrie, sur des unités de soins de longue durée. Donc voilà, et ça, petit à petit, voilà, on va toucher quasiment tous les services de l'hôpital. D'accord. Donc, du Et coup, après, on va le déployer. La deuxième étape, ça sera de le déployer sur l'ensemble des établissements du GHT. OK. Donc, ouais, c'est vraiment un déploiement, quoi. OK. Oui. Nous, on a choisi l'option sans résidu. Hein, pour rebondir sur ce que tu dis. Donc, c'est-à-dire que c'est vidé? Non, c'est pas vidé. C'est pas vidé. C'est pas vidé. Il y a Ok. des résidus, c'est de la tri. D'accord, au ça départ, reste d'esprit. voilà, il y a vraiment un risque de mettre la filière en péril aussi, avec l'accompagnement de Myriam Lann aussi. Voilà, on a vraiment balisé la filière pour ne pas mettre toute la filière en péril, parce qu'il faut savoir que derrière, je me trompe peut-être Philippe, mais c'est tous les établissements du secteur qui regroupent ces déchets, donc ça serait vraiment embêtant qu'on ait la responsabilité. Oui, je partage complètement. En fait, c'est pour ça que je disais, il y a vraiment deux cas, hein, auxquels on a été amené à devoir s'adapter, hein. Le cas que cite Eneco, hein, tout à fait, où ils font ce choix-là de dire, il reste, les soignants n'ont pas le temps, c'est pas à eux de vider. Bon, ben, ça poursuit en filière d'asserie. Et puis l'autre cas. Notre responsabilité, elle est vraiment de garantir sur toutes les étapes ensuite de la filière, qu'on ne regroupe pas à un moment donné un produit qui sera resté dans le contenant, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un contrôle qui est fait. C'est pas simple, ça nous demande de l'organisation, du suivi, mais voilà, rien n'est impossible, on arrive à le faire. Par contre, ça demande à chaque étape, à chacun de jouer son rôle. Après, il y a des questions, du coup, un petit peu sur le devenir de ces broyats ou de cette poudre. Déjà, en termes de localisation, on parlait de Nouvelle-Aquitaine, donc du coup, On est bien en peut-être, Oui, on est voilà. bien on est bien en Nouvelle-Aquitaine, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, en fait. On travaille avec une usine qui permet de transformer et ensuite de consommer ce produit. Donc on reste bien en Nouvelle-Aquitaine. Et alors évidemment, tout à l'heure, Eneco évoquait la question du prix en disant on fait des économies, évidemment, mais quand on est au Pays Basque, on en fait moins que quand on est dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Parce que l'effet transport et l'effet distance vient gréver le coût global de prise en charge et de valorisation de ces produits. Donc, en fait, le prix va varier en fait en fonction de l'éloignement par rapport au point où sont consommés ces produits. Alors sur la question de qu'est-ce qu'ils deviennent, ben, la première utilisation qui en est faite, c'est de faire de l'isolant en fait avec. Voilà. C'est pour ça que je parlais d'un matériau de construction, c'est de faire de l'isolant parce qu'en fabriquant de l'isolant, eh bien, on évite, en fabriquant de l'isolant à partir d'un verre déjà utilisé, donc recyclé, on évite de consommer du verre neuf, en fait. On évite de fabriquer du verre uniquement pour cette filière. Et donc, ça a une première vertu, c'est une réduction dans la consommation de la ressource naturelle. La deuxième vertu, c'est on a fait le bilan carbone
de cette filière. Et aujourd'hui, elle crée, par ce mode de recyclage, hein, si on devait la comparer par rapport à un mode de traitement thermique, hein, qui est le mode de traitement des décheries, elle crée une économie sur le, comment dire, sur le bilan de 30% par rapport au gaz à effet de serre. Donc ça, c'est déjà non négligeable. Et par rapport, par exemple, à du verre neuf, on est sur une économie en gaz à effet de serre, sur une réduction qui atteint quasiment les 50%. Après, il y a des questions. Alors, sur le coût, justement, donc on disait qu'il y avait eu une réduction de coûts, notamment d'Asri Oui. par rapport à cette filière. Donc là, il y a quel est le coût de traitement hors transport? Quel est le coût moyen du traitement par tonne? Ouais, Voilà, du coup, il y a. alors, bon, pour ce qui est du coût des décheries en France, on va dire sur la Nouvelle-Aquitaine, pardon, on va dire qu'il varie selon les établissements et leur éloignement aussi, hein. Aujourd'hui, beaucoup sont traités à Bassins, hein, pour les décheries, parce qu'il y a un gros exutoire sur notre secteur. On va dire que ce coût, il varie pour les décheries de l'ordre de 800 à 1000 euros, on va dire, pour la plupart des établissements. Pour ce qui est du coût du verre médical, on va dire, sur un diviseur compris entre 3 et 5, voilà, selon l'éloignement. D'accord. Après, il y a forcément la question, donc on parle de Nouvelle-Aquitaine, ici il y a aussi des personnes qui sont hors Nouvelle-Aquitaine, entre autres il y en a de PACA. Quid du coup voilà, de Alors, développer ce genre de. Ah, il y avait le prix à la tonne, est-ce que aujourd'hui, c'est bien le prix à la tonne? Je réagis. Là, tu disais ce un que j'évoque, 1000 euros. ah oui, 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 et c'est bien la c'est le tonne. prix oui, oui, je parle toujours à la tonne. Ouais, Oui, oui, c'est je parle ça. toujours à la tonne. Si on veut se donner un Mm. chiffre, eh ben, on va dire que les plus près, ils vont payer, les PPA, ils vont payer, on va dire quelque chose comme en dessous de 100 euros. Et on va dire, aujourd'hui, l'établissement le plus éloigné, il est à moins de 200 euros. Ok. Donc oui, Pardonnez-moi, je comprends pas cette différence. C'est hors transport. La tonne, c'est le traitement en lui-même, c'est pas le transport. Pardon? Je comprends pas en Et fait pourquoi vous incluez le transport dans votre chiffre là. Le traitement en lui-même du alors, verre. c'est normal, je vais vous expliquer, parce que, en fait, il faut distinguer deux choses. Quand vous collectez un établissement, quand vous faites, par exemple, mais après, ça dépend peut-être des prestataires avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Mais quand vous avez un établissement, évidemment, vous proposez un prix de collecte et un prix de traitement à cet établissement. Le prix de collecte, il va consister à venir chercher les contenants dans lesquels l'établissement a mis les déchets et à les amener sur le centre de tri-regroupement le plus près. On parle de la collecte de premier niveau. Une fois que le déchet est arrivé sur le centre de tri et regroupement, qui est, on va dire, la première étape de contrôle, de massification, etc., l'ensemble des prix qui suivent la chaîne ensuite de valorisation du déchet sont regroupés dans le prix de traitement. Par exemple, un établissement comme celui de Bayonne, euh, il a un prix de collecte qui va être un prix de proximité, adapté, par exemple, entre notre centre de tri qui est situé à Mouguère et l'établissement, l'hôpital de Bayonne, qui est situé à Bayonne, qui va consister à venir en logistique chercher les contenants et les rapatrier sur notre centre de tri. Ce prix-là, il est sur la facture est distinct parce que il est le même, on va dire, on pourrait dire qu'il est le même par typologie de contenant, donc que l'on vienne chercher du verre, du papier et du carton contenu dans les mêmes contenants, on va dire il y a une similarité de prix, donc ça, il ne change pas. Ensuite, dans le prix de traitement, vous avez l'empilement des opérations de regroupement, des opérations de surtri, des opérations de traitement éventuellement des refus et des opérations de transport et de sous-transport qui se succèdent jusqu'à l'exutoire final. On peut même avoir au milieu, à un moment donné, euh, compris dans ce prix-là, des opérations de coûts ou de recettes positives. Je m'explique, si à un moment donné, le produit qui a été travaillé, on prend le cas du carton, qui a été travaillé, mis en balle, reconditionné, préparé, broyé, etc., il finit par être acheté par la filière finale, dans le prix complet qui va entourer
le traitement ou la valorisation de ce carton, eh bien, vous aurez un cumul de l'ensemble des coûts et recettes qui se constituent. D'où cette distinction entre la collecte de proximité, qui est un coût, mais que je distingue, qui est la collecte, du coût de traitement, qui lui compile l'ensemble des coûts et étapes qui vont se succéder, quelle que soit la distance et les étapes qui vont avoir lieu pour valoriser ce produit. Voilà la nuance. Et donc, ce coût de traitement, il est toujours à la tonne, chez nous, en tous les cas. Et le coût de collecte, c'est un coût de collecte qui se distingue à l'unité collectée, au passage, etc., en fonction de la façon avec laquelle on fonctionne. Oui. On était aussi donc sur est-ce qu'on peut le mettre sur une autre région? Alors oui, ça c'était la question de départ quand on est en Occitanie. Aujourd'hui, typiquement, le 15 novembre, je suis à Toulouse pour travailler avec mes collègues de Toulouse, puisque moi j'interviens sur à la fois la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, pour travailler avec mes collègues de Toulouse pour initier la première collecte de verre médical à Toulouse. On est sur un effet distance qui nous permet de rester toujours plus compétitif pour l'établissement de santé que de traiter ce verre-là en dasserie. Donc, en fait, on va démarrer. Après, je ne sais pas vous dire encore, on n'a pas travaillé cette logique-là sous forme d'isochrone, de dire à quelle distance ça devient neutre, c'est-à-dire le coût euh, de traitement du verre médical en dasserie coûte le même que de le mettre dans cette filière de valorisation matière. Moi, j'ai un avis là-dessus, c'est que même à coût équivalent, c'est quand même intéressant de préserver la ressource plutôt que de la détruire. Parce qu'il ne faut pas oublier que détruire du verre médical, le verre ne crée pas d'énergie, hein. C'est l'énergie des autres déchets qui permet de traiter le verre. Mais bon, il n'en reste pas moins que ça finit dans les cendres. En tous les cas, dans les résidus et mâches-fer de l'incinérateur qui traite l'ensemble des déchets dasserie. Donc, voilà, cette limite-là, on ne l'a pas encore étudiée parce qu'aux bornes de la Nouvelle-Aquitaine, c'est une économie pour l'ensemble des établissements. On est en train de démarrer la question pour l'Occitanie. Évidemment, toutes les régions limitrophes à la Nouvelle-Aquitaine vont pouvoir, à mon avis, facilement bénéficier de cette solution avec une réduction de coûts. Maintenant, évidemment, si un établissement, j'ai été sollicité récemment par un établissement de Lyon, bon, j'avoue que là, Lyon, il nous reste à faire le calcul, mais ça me paraît beaucoup trop éloigné pour que ça soit au bout du bout une économie. On sera probablement soit à la neutralité comparative, soit à un surcoût. Après, choix à l'établissement d'y aller ou de ne pas y aller. Mais l'effet distance joue, évidemment. Et est-ce que du coup, chez Suez, il y aurait à terme, par exemple, une idée de se dire, bah tiens, on fait un autre centre un peu dans le nord, un autre centre dans le sud, enfin, je sais Alors, pas, comme ça, pour dire, bah, on y- on fait 3-4 lieux, comme ça aurait du sens d'un point de vue même c'est environnemental. c'est vrai, c'est une bonne question. Bien sûr que l'idée a été posée. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une phase test pendant 6 mois qui a permis déjà d'ancrer une solution. Là, on rentre dans une phase de mise en route sur laquelle, évidemment, on reste vigilant à la fois dans la mise en application, dans la faisabilité, dans la réalisation, mais on peut le déployer à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et des régions périphériques. Maintenant, demain, créer un autre établissement, ça pose d'autres contraintes, mais vous répondre en vous disant tous à court terme, c'est non, c'est pas possible. Ça sera forcément à moyen terme parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la solution comme on l'a trouvé en Nouvelle-Aquitaine. On aurait trouvé un exutoire ou en tout cas un recycleur, c'est ça, Exactement, c'est toujours c'est ça pareil. l'enjeu, C'est hein, toujours c'est de pareil. retrouver. C'est toujours pareil. Alors, on en a discuté avec l'industriel avec lequel nous avons envisagé cette première filière, mais aujourd'hui, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, en tous les cas. C'est pas envisageable. Donc, voilà, ça veut dire qu'il y a une autre histoire à construire et elle n'est pas toujours simple. Donc, pour le moment, il y a cette filière et peut-être à moyen long terme, on en aura une autre. Mais en tous les cas, on va déjà s'appuyer sur celle-là. Ok, ça marche. Alors, donc, si je reprends un petit peu les questions, il y avait une question très précise. Je ne sais pas si tu veux y répondre. Vous recyclez le verre à Mouguère et pas à Bassins, voilà, de Madame Laroude. Je ne sais pas si tu veux. À Mouguère, mais pas à Bassins. Je ne sais pas. Là, je lis. Le Peggy, Je sais peut-être, pas. Madame Laroude, si vous voulez préciser votre, En fait, question. Mouguère est un centre de tri regroupement
On n'en a pas à Bassins, donc je ne saisis pas la question. Mais en fait, on occupe aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine un maillage assez serré, hein, qui fait que dans les principales agglomérations, nous avons à minima un centre de tri recyclage qui nous permet pour un certain nombre de matières de pouvoir les réceptionner, les préparer, les regrouper et ensuite les orienter vers le centre qui va pouvoir, de manière plus spécifique, ne traiter que ces matériaux, notamment les matériaux en verre. Donc le maillage, on est installé si je devais le résumer, hein, on est installé à Pau. Tout à l'heure, on évoquait l'Occitanie, on est installé aussi à Tarbes, on est installé sur le BAB, hein, à Mouguère en particulier. Je passe le département des Landes, du Lot-et-Garonne, de Gironde et tous ceux ensuite qui suivent le nord et la partie est de la Nouvelle-Aquitaine en Dordogne et jusqu'à Limoges, hein. Donc, je pense, voilà, enfin, il faut bien distinguer tout ce travail qui est d'abord un travail de proximité, de service de proximité qui est maillé par des sites, des centres de tri que nous avons, ensuite, dont la vocation est vraiment d'orienter catégorie de matière par catégorie de matière vers des exutoires consommateurs. Quand on parle du carton, évidemment qu'on va aller sur des papeteries régionales, locales, qui vont consommer les flux de carton qu'on aura préparés dans chacun de nos centres de tri. Voilà, donc il y a un côté C'est la même collecteur, on va logique pour le dire. verre. Et C'est voilà. la même logique pour le verre. La question de bassin, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas un site Suez, hein, c'est un site Veolia qui est spécialisé et dédié dans le traitement des dasseries. Voilà. Et c'est pour ça que je l'évoquais, parce que c'est le lieu où aujourd'hui vont ou sont orientées la majorité des dasseries collectées en Nouvelle-Aquitaine. Donc du coup, là, il y a un site de Suez, a priori à Limoges, qui peut aussi, il y a une personne de Limoges là qui dit, il y a aussi donc une personne, un Oui, site, en tout cas pour le... absolument, absolument. On est installé, évidemment, on est très présent à Limoges et on a sur Limoges un site qui est tout à fait à même de pouvoir collecter en proximité ce verre médical, le regrouper et ensuite l'envoyer dans le centre de valorisation. Côté établissement, il y a quelques questions qui sont apparues. Il y a une question déjà sur, bon, elle est peut-être un petit peu déjà répondu, mais est-ce qu'il y a vraiment des services où on se dit on vraiment développe pas, parce que notamment il y a peut-être ce verre borosilicate donc dans les labos ou je sais pas, ou d'autres choses. Est-ce qu'il Oui, y a dans les des... labos, Voilà. dans les labos, il y a d'autres services qui ont été exclus, alors pas du tout à cause du verre borosilicate, mais par exemple les services d'urgence, on a des établissements pendant la phase test qui nous ont dit c'est pas la priorité. Dans les services d'urgence, la priorité, elle n'est pas donnée spécifiquement au tri, on la comprend tous, hein. Et donc ils ont fait le choix de dire bon ben ceux-là, il y a trop de risques à mettre en place des contenants de tri sur ces typologies, donc on les évite. Il faut avoir conscience que c'est pas toujours que le risque borosilicate qui a exclu certains services. Il y a aussi les services dans lesquels les cytotoxiques ou les produits qui ont éventuellement un risque radioactif qui ont été volontairement écartés pour dire bon ben voilà, on limite le risque. Mais après, quand on regarde les services de soins qui en consomment énormément, en proportion, la quantité, elle est. Enfin, on pourrait presque parler d'une logique 80-20, c'est-à-dire que même en excluant les quelques services concernés, plus de 80% du gisement est concentré sur les autres services, hein. Côté CH de Dax, pas de Dax, pardon, de Côte Basque. Oui, on avait exclu aussi les urgences sur voilà, on voit déjà sur le DOM d'Astri déjà des difficultés sur le service des urgences à faire du tri correct. Donc ça fait partie des services qu'on n'a pas inclus dans notre filière de verre médicamenteux. Donc ça, le laboratoire s'était exclu aussi d'entrée. Je pense que ce qui est le plus important, c'est pour se lancer, c'est de trouver le service pilote où on a des bons relais, où on a des gens qui sont vraiment impliqués dans la démarche. Parce qu'après, ça fait ses petits autour des autres services. Donc, je pense que c'est bien identifier ce service. Je pense que voilà, chacun dans son établissement, on connaît les services qui sont le plus engagés dans ce type de démarche. Et il faut commencer par eux. Et après, ça glisse. Et il y a aussi une demande à peu près de combien de tonnes, une estimation un peu du nombre de tonnes à éviter sur 6 mois par rapport aux dasseries. Est-ce que vous avez une idée chiffrée de peu près ou par mois, par exemple ou...
Nous, sur Bayonne, sur l'année dernière, on était à peu près à 10 tonnes par an. Par an. Sur le CH de Bayonne. Et juste sur un site. Voilà. C'est pas sur le GHT, c'était que sur le site où on a tous nos services de MCO. Oui, donc ça commence à faire. Oui, ça commence à faire. Ouais. Ça commence à parler. Et puis, ça donne du sens. Voilà, dans nos groupes de travail, comme disait Philippe Bru, on est sur des professionnels de divers horizons et ça donne du sens de trier ce verre. Voilà, faut aussi écouter. Nous, c'est venu vraiment du terrain, cette demande. Donc, c'est pour ça que ça a tout son sens. C'est pas nous qui avons décrété du jour au lendemain, on va démarrer cette filière. C'est vraiment venu du terrain. Et donc, au-delà de l'aspect financier, effectivement, ça coûte moins cher que le DASRI. Mais voilà, pour les soignants, ça avait du sens de faire cette filière. Donc, ouais. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Je pense que c'est là que ça marche, en fait. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, Gaëlle, par rapport à la quantité. Beaucoup d'établissements que je rencontre me demandent, mais vous estimez à combien la proportion? Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'aucun établissement n'a jamais réellement mesuré la quantité d'emballage en verre qui est mis dans les DASRI. Que ce soit au niveau de la pharmacie centrale ou au niveau de la consommation, comme ça finissait dans les DASRI, on a le tonnage global des DASRI, mais on n'a pas le sous-tonnage de la fraction verre. Et on a essayé de s'aventurer à essayer de l'estimer. Alors, au début, on pensait qu'il y avait quelque chose, une espèce de règle de 3 à trouver entre établissements par nombre de lits, etc. Bon, c'est purement une erreur et aujourd'hui, je m'y aventurerai plus, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les établissements, notamment qui font du soin ambulatoire, ont tendance à faire exploser ces quantités. Donc, au final, c'est tellement conditionné par le type d'activité qui est réalisé dans l'établissement de santé, par les typologies de soins qui sont réalisés, que chaque établissement, je dirais, a sa représentation. Il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour en tirer une règle. D'accord. Et après, si on retourne sur le côté matière, donc il y avait une question qui a été répondue, mais peut-être c'était pourquoi on peut pas mettre du borosilicate, quelle est la différence, hein, donc je crois que c'est une histoire de niveau de fusion. Et attends, juste la deuxième, attends, je te pose la deuxième question. C'est après aussi, est-ce que les ampoules des médicaments sont collectées ou pas? Voilà, je te pose la question. Alors, la question des ampoules, elle s'est posée et en tout cas pour celles qu'on a testées, ça passe dans la filière. Pourquoi pas le borosilicate? Tout simplement pour des questions techniques et industrielles de température de fusion. En fait, on bloque le process si on met du borosilicate. Voilà, mais c'est purement un Et là, process, pour le coup, comme notamment sur tout le monde a vu ce qu'était de la fibre de verre, donc on voit bien que c'est des filaments, c'est extrêmement fin. Pour pouvoir faire cela, il faut une fluidité du bas de verre qui est extrêmement importante. Si au milieu de tout ça, vous avez des grains de borosilicate qui n'ont pas fondu, je vous laisse imaginer au moment où il faut nettoyer le process. Et c'est pour ça que c'est catégorique. C'est-à-dire que mon interlocuteur industriel de la filière m'a dit, Philippe, si vous commettez l'erreur, vous plantez la filière. Elle ne reprendra pas le risque de s'aventurer sur un verre de recyclage si vous n'êtes pas capable de fiabiliser cette filière. Et la position du CH de Bayonne, vous l'avez entendu, moi je trouve qu'elle est évocatrice. Ils ont compris qu'elle avait du sens pour les soignants et donc ils sont prêts même à dire bon, ben, on fait le choix, tant pis, de retirer certains produits pour être sûr d'être contributeur positif à l'ensemble de la filière. Après, il y avait une question aussi peut-être sur certains établissements qui aimeraient se rapprocher. Donc, il y a le CH de la Côte Basque, mais peut-être quels étaient un peu les autres établissements qui ont fait le test pour que peut-être qu'il y ait des échanges, des retours d'expérience un petit peu à différents niveaux de la Nouvelle-Aquitaine. Au-delà des autres établissements avec lesquels on a fait des tests, je trouve que ce qui est intéressant, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a à Pau notamment un établissement qui fabrique, qui conditionne. Et donc, pour le coup, on a eu une autre partie qui est l'industriel qui conditionne dans des emballages en verre des substances médicamenteuses. Et c'était aussi intéressant de voir comment on apportait des solutions à cette autre typologie d'établissement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'établissement de soins, que ce soit des hôpitaux, des cliniques, hein, évidemment, mais il y a aussi ceux qui sont en amont de ces utilisateurs.
Tout à fait. Alors, il y avait aussi... donc, il y a une question, c'est en tant que centre de traitement, nous sommes de plus en plus sollicités par les établissements médicaux pour le recyclage du verre médical. Devons-nous orienter ces demandes vers Suez exclusivement? Alors, il y a Suez en Nouvelle-Aquitaine et pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas forcément d'autres alternatives, en tout cas régionales. Je sais que, et ça a été enfin, mentionné dans la conversation, qu'il y a d'autres expérimentations qui sont en train d'être faites un petit peu dans le nord de la France, mais qui sont encore confidentielles, voilà, pour certains pans. Donc après, voilà, c'est peut-être une filière à suivre, à voir. Ça va évoluer sûrement, hein, enfin, j'imagine. Voilà, je ne sais pas si Philippe, Bah, en fait, d'autres. c'est quoi la question? C'est de savoir s'il s'adresse à nous? Oui. Alors tu vas dire Oui, ils oui. peuvent s'adresser. Bah oui, moi j'ai pas Oui. de. Bien sûr, il suffit de s'adresser. Je peux être la porte d'entrée dans un premier temps et ensuite, ou si la personne a un contact local Suez en Nouvelle-Aquitaine, qu'elle s'adresse à son contact local, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Donc du coup, problème. Après, on n'a pas vocation qu'à répondre aux établissements de santé. On peut répondre aussi à d'autres à d'autres acteurs, dont des prestataires. Oui, c'est pas bloquant. là, justement, il y avait aussi une question sur qui on contacte. Est-ce que voilà, c'est toi et tu donneras d'ailleurs peut-être tes coordonnées ou je les transmettrai, Oui, oui, ou oui, est-ce tu que c'est pourras, tu pourras le les contact? transmettre, Ouais, il y a pas de souci. ok. Je peux être une porte d'entrée en tout cas. Récemment, on évoquait le sujet, notamment avec un hôpital en Dordogne. Euh, j'ai été la porte d'entrée à un moment donné, et puis ensuite, j'ai passé le relais à l'interlocuteur local. J'ai pas vocation à rester l'interlocuteur. Donc, aucun souci, en tout cas, dans cette forme-là, tu peux transmettre mes coordonnées. Et ensuite, ce qui m'importe, moi, c'est qu'il y ait une relation de proximité après qui soit établie. L'hôpital de Bayonne évoquait Myriam Lann, elle est l'interlocutrice de proximité. C'est elle qui fait le lien après entre les contraintes, les problématiques de terrain et puis les solutions qui sont proposées. Ok, super. Donc, je mettrai euh, ton adresse mail. J'ai une dernière question. Après, j'ai l'impression que j'ai un peu tout fait. Il y avait aussi qu'est-ce qui est mis à disposition par Suez, notamment l'histoire de fûts pour mettre les fûts de 30 litres. Est-ce que c'est fourni par Suez ou pas? Enfin, voilà, tous les contenants. Est-ce que c'est Alors, à la on, charge de l'établissement ou pas? on a deux cas qui sont dessinés là pendant cette période. On a un cas où l'établissement nous a dit, nous, on veut que vous gériez tout. Donc, on a proposé des contenants adaptés au plus près des soignants, qui servent essentiellement à la logistique pour pouvoir précollecter en interne, puis regrouper dans des contenants type caisse-palette. C'est ce qu'on utilise dans les zones logistiques, qui sont des contenants de capacité 600 litres, mais qui permettent de regrouper de manière adaptée à pouvoir nous permettre ensuite de contrôler les flux. On a d'autres établissements qui nous ont dit, on a nos propres contenants, on a nos habitudes de pré-collecte, on sait faire et on sait pouvoir s'adapter. Et donc, dans ce cas-là, on se limite à la zone logistique. On a vraiment la possibilité, le panel de s'adapter en fonction de ce que fait l'établissement. On sait fournir les contenants, mais on sait aussi s'adapter si l'établissement sait se fournir lui-même. Le seul Très bien. contenant sur lequel il n'y a pas d'adaptation particulière, c'est le contenant que nous venons chercher, en fait. Parce que là, d'un point de vue logistique, ça serait trop compliqué de gérer des contenants qui appartiennent aux clients. Et Ouais. il faudrait les marquer, ça veut dire qu'ils rentreraient dans la Mm. chaîne logistique jusqu'à nos centres de tri. Il faudrait qu'ils soient ramenés ensuite à l'établissement. Bon, voilà, il vaut mieux que le contenant qui est collecté, lui, appartienne à Suez. C'est plus simple. Ça marche. Je vous ai partagé, hein, je l'ai mis à la fois sur le diaporama là, mais aussi j'ai partagé dans la conversation le mail donc de Philippe. Sauf erreur de ma part, j'ai l'impression que je suis passée à travers l'ensemble des questions. Sauf Euh, peut-être la question sur les OPCT, pardon. Est-ce que les oui. ampoules sont Ah, collectées pardon. avec ouais. Oui, Ben, vas-y, ce que vas-y, je vas-y, disais tout vas-y, à l'heure, Alexis. j'ai répondu, je disais, celle qu'on a pu tester aujourd'hui, alors j'ai pas du tout l'exhaustivité de ce qui est utilisé, et je revendique pas cela, mais celle qu'on a testée jusqu'à présent était constituée de verre sodocalcique, donc ça n'a pas été problématique. On n'en a pas identifié en verre borosilicate. Maintenant, je pense que dans toute bonne démarche, je l'évoquais tout à l'heure, je pense qu'il y a une première étape, Gaël l'a dit, c'est la prise de contact.
À cette occasion-là, nous, on se déplace. L'interlocuteur de proximité lance, je dirais, s'il n'a pas déjà été fait, un état des lieux, un inventaire de qu'est-ce qui est produit comme typologie de verre. De là, on valide. Voilà. On valide, pardon. Oui. Je sais pas si j'ai une coupure. On valide dans ce cas-là que le verre corresponde. Et une fois que c'est validé, s'ensuit les guides de tri, les affichages, l'accompagnement, éventuellement la sensibilisation en fonction de ce que savent faire ou de ce dont ont besoin les établissements. Et donc voilà, pour ce qui est des ampoules, ma réponse est jusqu'à présent, on n'en a pas détecté en borosilicate, mais si ça venait, elle serait de fait écartée, oui. Après, il y a une autre question du coup sur le nombre minimum de caisses palettes pour déclencher ce service-là. Est-ce qu'il y a un minimum ou comment? Alors, alors, l'idéal, sur le minimum, on peut déclencher pour une caisse, c'est pas le problème. Enfin, c'est pas le problème, c'est une question de coût après. Évidemment que le coût de passage d'un véhicule, il est beaucoup plus amorti si on vient pour plusieurs caisses. Et la question du minimum, elle est d'abord conditionnée par la place qui existe au centre logistique de l'établissement. Premier point. La deuxième chose, pour les établissements avec lesquels on travaille déjà ou avec lesquels on est amené à travailler sur d'autres flux qui sont conditionnés dans le même type de contenant ou dans cette typologie de contenant, évidemment que le transport il est mutualisé sur les typologies de contenants. Quand on se déplace dans un établissement pour collecter des métaux, pour collecter du papier, pour collecter du papier confidentiel, en destruction spécifique pour collecter du carton, etc., ou des plastiques, des emballages plastiques de DM, comme on tend à le mettre en place en ce moment, évidemment que quand le véhicule y passe, il collecte en multiflux tout ce qui est à prendre. Et donc, quand bien même il passe une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, le prix est divisé par le nombre de contenants. Et donc, le prix d'un passage véhicule est réduit au maximum plus il y a de contenants, évidemment. Et après, oui, Juste, vas-y, non, oui. c'est pour compléter sur le transport par rapport à l'expérience, au retour d'expérience de Bayonne, c'est que nous, en interne, on a nos équipes de chauffeurs de transport, en fait. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve à côté du site de Suez de Mouguer, mais nous, en fait, on a très peu de place sur notre quai logistique, donc on a une caisse palette. Et après, c'est en interne, en fait, où c'est nos chauffeurs du centre hospitalier qui vont les déposer au centre de Mouguer. Donc, on mutualise. En même temps, on amène d'autres déchets dans le camion. Donc, c'est vrai que voilà, on a peu de place. Du coup, là, on fait à peu près un envoi par semaine, mais on mutualise avec d'autres matériaux qu'on envoie sur le site de Mouguer. Alors, c'est vrai que c'est encore un cas que je n'ai pas évoqué. Bon, oui, mais c'est vrai qu'on a notre mais réseau il fallait le dire, de vous aviez camions en raison, il fallait le interne. dire. Voilà. Absolument. On peut C'est avoir un ce peu une cas-là. spécialité. Ouais. On peut avoir ce cas-là. Et pour le coup, les caisses sont échangées en fait sur le centre de tri. C'est-à-dire que quand le véhicule de l'hôpital vient à Mouguer, il récupère des emballages vides pour pouvoir se réalimenter. Voilà. Et du coup, c'est vrai que sur des contraintes, alors pour ceux qui ont déjà visité peut-être Bayonne, voilà, on a un quai logistique qui est très petit, donc c'est vrai qu'on n'a que la place de mettre une seule caisse palette, mais le fait que, voilà, que nous, on joue sur nos fréquences de passage au niveau de Mouguer, et ça, c'est en interne, on mutualise avec d'autres déchets, ça fait qu'on n'est pas contraint, en fait, finalement, par le nombre de caisses palettes. Voilà. Et c'est une particularité, tout le monde n'a pas ses équipes de chauffeurs dans les centres hospitaliers. Tout à fait, oui. Alors après, il y a une question, je ne sais pas si on n'a pas déjà répondu. Comment on fait la différence entre le boro et le sodo calcique? Est-ce que vous êtes capable de reconnaître à l'œil la différence entre donc, ces deux types? Non, C'est ça, c'était... Voilà. absolument pas. Ne partez Ouais. pas là-dessus. Certains vous diront que le borosilicate, il est beaucoup plus bleuté. Euh, Franchement, ne vous aventurez pas là-dessus. Enfin, c'est un travail de spécialiste. Moi, le premier, je ne me revendique pas être le spécialiste de ces faits par analyse. Et il faut laisser ça, faut laisser ça aux professionnels. En tout cas, en aucune façon, ça ne se reconnaît à la couleur et à la vue. Donc du coup, c'est En pas fait, on le manuel, fait, c'est... on le fait par principe, par l'usage. Ça, c'est plus c'est simple. ça. C'est pas la reconnaissance visuelle, c'est plus par l'usage, c'est-à-dire quel est l'objet qui a été utilisé avec
qui est utilisé en fonction en fonction de son utilisation. On sait dire que c'est du borosilicate. Quand il y a un doute, en tout cas, il vaut mieux le faire vérifier. Et ça, c'est notre rôle après de s'en occuper. Mais bon, voilà, globalement, hein, tous les emballages de type 2 et type 3 dans le milieu médical, ils sont nombreux. Pour le coup, sont tous en soda calcique. Ok, ok. Il y a une question, effectivement, on ne l'a pas encore évoquée, sur la traçabilité de type track déchets et savoir aussi si c'est considéré comme des marchandises dangereuses. Enfin, comment c'est géré Alors en non, fait. on les considère pas comme des marchandises dangereuses. Elles sont classifiées sous le code CED 180104 et donc pas soumises en l'état à track déchets. N'établit Ok, pas de BSD. ouais. Après, on fait des certificats de valorisation, on peut apporter des justificatifs sur la traçabilité, ça c'est pas un problème. Comme je le disais tout à l'heure, on ne travaille qu'avec des établissements qui sont des ICPE sur toutes les étapes. Donc ça, c'est pas un souci. Et dans le registre déchets, toute la traçabilité peut être faite aussi. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Il y a la clinique Aguilera qui partage aussi que, donc a priori, ils ont aussi ce service-là et donc ils ont 2 caisses-palettes pour ce verre avec une rotation faite par Suez. J'imagine 2 caisses-palettes par mois, je sais pas, Absolument, absolument. Et ouais. ils ont aussi la particularité, la clinique Aguilera, vraiment d'avoir une expérience sur le tri sélectif qui est, je trouve, assez exemplaire, en tout cas pour les établissements que je connais. Ils ont une initiative qui dure depuis longtemps, à l'image de ce que disait Bayonne, hein, où ils ont fait des groupes de travail. Et voilà, je les ai pas cités, mais il y a quelques établissements comme cela qui ont vraiment des initiatives qui sont très intéressantes dans le domaine du tri. Ok. Ben, écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Dans tous les cas, vous avez l'adresse de Philippe si jamais vous désirez plus d'informations. Voilà, si vous voulez échanger Ou aussi ils avec passent par toi, en tous Isabelle les cas, Gaël, ou hein, il n'y a par pas de moi, souci. voilà, vous pouvez. Mais bon, voilà, bah oui, par moi si vous voulez, pas de souci. Et puis voilà, si avec Isabelle ou Eneko aussi vous voulez échanger, soit vous avez déjà votre adresse, soit moi je peux aussi, s'ils sont OK, voilà, rerouter les questions. N'hésitez pas aussi, voilà, si vous avez d'autres idées de déchets, comme je disais tout à l'heure, sur lesquels on pourrait faire des webinaires comme ça, qui se veut le plus interactif et concret, hein, d'accord, on est vraiment sous cet angle-là. N'hésitez pas, que ce soit dans la conversation ou à m'envoyer un petit mail. Et puis, sinon, je vous remercie en tout cas d'avoir été là, d'avoir pu échanger autour de donc, ce verre, ce recyclage du verre médicamenteux. Et puis, voilà, il y aura un replay de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur le site de l'ADI si jamais vous avez des collègues voilà, ou des personnes qui voudraient revoir nos échanges. Je vous remercie beaucoup. Moi aussi. Au revoir. Merci à tous pour les Merci. questions. Merci. Bonne journée.